Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Le 9 octobre dernier, elle a reçu le prix de la dirigeante sportive de l'année à l'Assemblée nationale. Une sacrée reconnaissance, dit-elle. Un prix qui met au grand jour l'implication qu'elle met dans son travail depuis 8 ans, quand elle a pris la tête de la SEM Vendée. En d'autres termes, depuis qu'elle est devenue directrice générale du Vendée Globe. Oui, au grand jour, parce qu'elle est plutôt le genre de femme à œuvrer dans l'ombre. Elle répond d'ailleurs très peu aux interviews, c'est dire si on est content de nous entretenir avec elle aujourd'hui. Elle bosse, beaucoup. Elle a aussi bâti sa légitimité alors qu'elle arrivait à la tête de la plus importante des courses en solitaire, sans connaître ni le milieu de la voile, ni celui de la course au large. Un défi pour cette femme diplômée en droit, forte de 12 ans d'expérience dans le juridique et vendéenne d'origine. D'ailleurs, les défis ne lui font pas peur, au contraire, c'est presque une religion pour elle. Le sport et le management aussi, elle aime ça. Elle avait bel et bien le profil. À l'heure où nous enregistrons le podcast, les 3 premiers de la 10e édition du Vendée Globe sont arrivés. Charlie Dalin a été sacrée, elle était là, évidemment, à célébrer l'exploit des marins, faire en sorte que tout se passe bien, entourée de sa précieuse équipe. Mais elle le sait, c'est loin d'être fini. Installée dans son bureau, à 2 pas de la direction de course, elle est au cœur de l'action. Entre 2 arrivées, 2 réunions et son rôle de maman aussi. Elle a pris du temps pour nous parler d'elle et de son parcours. Laura Le Goff est notre invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Laura. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? À quoi est-ce qu'il ressemble ton quotidien là en ce moment? En plein Vendée Globe, c'est sûr, mais en pleine arrivée aussi. Eh bien écoute, c'est un quotidien qui très varié, les journées ne se ressemblent pas et c'est ce qu'on aime. On est toute l'équipe au cœur du dispositif pour préparer les arrivées qui sont imminentes du prochain groupe de skippers. Et ce matin même, nous étions en réunion d'équipe pour justement essayer de mettre en place un protocole autour d'arrivées presque simultanées. Donc ça va être un petit défi à relever, mais on est en place et voilà, et on travaille là-dessus. On va évidemment y revenir, mais quand même juste pour savoir quand on a bossé pendant 4 ans pour une édition, quand le premier arrive, quand les premiers commencent à arriver, symboliquement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un petit soulagement qui se passe ou on se le permet pas? Ouais, il y a un soulagement quand même. Il y a un soulagement, il y a une fierté, une joie, parce que on est heureux en fait pour les skippers. On est heureux de les voir arriver, de les voir avec le sourire, de voir les émotions, les retrouvailles. C'est vrai qu'on travaille pour ça, pour les voir partir et pour les voir revenir. Donc on a envie de les célébrer. Donc on a de grandes émotions quand on voit les premiers arriver. Même si c'est pas fini, c'est un premier
voilà, c'est un premier accomplissement. Enfin, c'est pas un premier accomplissement parce que le premier, c'est vraiment le départ. Oui. Mais c'est un des nombreux accomplissements qu'on vit quand on est organisateur. On va revenir au tout début. Alors, ton histoire d'amour avec, la mer et la voile, c'est souvent ça un peu ma première question. Hem, je vais faire un peu différent pour toi. Toi, ton premier souvenir de Vendée Globe? Mon premier souvenir de Vendée Globe, c'est moi je suis arrivée en Vendée, j'avais une quinzaine d'années, donc mon premier souvenir de Vendée Globe, quand j'y suis allée pour la première fois, c'est vraiment en tant que spectatrice. J'étais sur le chenal du Vendée Globe et j'ai découvert en fait ces bateaux, ces marins d'exception qui sortaient comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est immense, il y a tellement de monde, c'est dingue. Mais moi, j'étais vraiment côté grand public, j'étais à milieu d'imaginer que j'allais un jour diriger cet événement-là. Et je le trouvais déjà incroyable, j'étais déjà complètement sous le charme. Je me souviens, j'étais vraiment sous le charme de Samantha Davis quand je, je j'observais ces marins partir parce que bah voilà, on se projette, on a presque le même âge, c'est une femme, une maman comme moi et voilà, ça me faisait déjà rêver quoi. Bah, justement, c'est ma deuxième question, habituelle, Laura. Si je te dis, de façon très générale, hein, les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, heu, tu me réponds quoi? Elles ont toute leur place. En tout cas, elles ont toute leur place sur le Vendée Globe. Les femmes de cette édition nous le prouvent vraiment très bien, et notamment a priori la première femme qui va arriver sera Justine. Rien n'est encore fait, hein, on voit que sur le Vendée Globe tout peut arriver jusqu'au bout, donc je reste très prudente, mais elles font une formidable course, toutes, véritablement, toutes à leur niveau, toutes avec des styles très différents. Mais je trouve qu'elles ont leur place. J'aimerais vraiment qu'une femme puisse remporter un jour le Vendée Globe, elle le mérite. Mais bon, ça c'est les règles du sport. Il n'y a pas de. Mais je pense que voilà, elles ont leur place. Il y en a pas assez encore. Elles sont 6 sur cette édition sur 40 marins, ce qui est c'est beaucoup et peu à la fois en fait en réalité. Quand je suis arrivée en 2016 à la direction du Vendée Globe, il n'y avait pas de femmes. C'était une Ça m'avait édition sans vraiment femmes, exactement. ouais, et ça m'avait vraiment interrogée. Je m'étais demandé pourquoi, alors que les femmes, elles sont pas complètement absentes hein, du Vendée. Alors il n'y avait pas eu de participation féminine pour les 2 premières éditions, mais suite à ça, il y a toujours eu 2-3 femmes. Sam était au départ en 2012, c'était la seule femme. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'elles sont un peu plus nombreuses. J'ose croire que les 6 très belles sportives qui sont sur cette édition vont jouer vraiment un rôle important pour les prochaines générations. Je pense aussi à Violette, hein, qui a 23 ans. J'ai beaucoup entendu, notamment pendant le village départ, des petites filles se projeter en elle, le fait qu'elle soit très jeune, certainement, qu'elle manie à la perfection les réseaux sociaux. Enfin, voilà, elle vit avec son temps, avec son âge. Et je pense que c'est grâce à ces figures qu'on engagera de nouvelles filles sur la course. Et je sais déjà que il y a des femmes qui se positionnent pour 2028 et qui n'ont pas encore fait le Vendée Globe. Donc, j'ai espoir que ce nombre augmente encore et encore. Bon, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. On va revenir à toi, Laura. Au début, justement, si, voilà, comme on le disait en introduction, la voile, c'était pas particulièrement, ton domaine, la course au large, non plus. C'était quoi tes rêves de petite fille à toi? Mes rêves de petite fille, c'était d'être utile. Je rêvais beaucoup d'humanitaire. Moi, je voulais être dans l'humanitaire, distribuer à manger aux enfants qui mouraient de faim en Afrique. Enfin, j'avais vraiment ce rêve-là. J'avais envie de servir, d'être utile. J'ai eu à un moment donné aussi l'envie d'intégrer la police parce que voilà, moi je voulais, en plus j'ai un père militaire, donc certainement que je voulais être engagée, je voulais servir
l'intérêt public. Donc c'est certainement ce qui m'a conduit à suivre des études de droit, ça c'est certain, et puis ensuite à rester dans le droit public, dans toute cette dimension intérêt général. Et puis finalement, en organisant le Vendée Globe, c'est ça, hein, on sert le public, on sert tout un écosystème, et puis on est utile à un territoire, donc ça me va plutôt bien. T'avais quel genre de caractère, petite et plus jeune? J'étais rêveuse. Moi, j'étais une rêveuse. J'aimais la nature, j'aimais beaucoup lire. J'étais plutôt une petite fille sage, très sportive. J'ai toujours aimé beaucoup les grands espaces, courir, marcher, faire du vélo, nager. Voilà, j'ai toujours été attirée par la nature et j'étais une petite rêveuse, quoi. Une fille sage, assez bonne élève en réalité. J'étais pas très, je me suis un peu heureusement dévergondée après, mais j'étais plutôt quelqu'un de sage. D'ailleurs, ça commence où? Puisque tu dis que tu es arrivée en Vendée à tes 15 ans. Ouais, Au début, c'était ou à plusieurs endroits, si ton papa était militaire, ou vous étiez toujours au même exactement. endroit? On est breton d'origine, mais en réalité, et à notre grand regret avec mes parents, on n'a pas réussi à. Mais je suis très heureuse de vivre en Vendée puisque j'y suis restée de longues années. Depuis mes 15 ans, j'en ai 43 aujourd'hui, donc je suis très bien là où je suis. Mon cœur est en Vendée maintenant. Mais malgré mes origines bretonnes, je n'y ai jamais vécu. Ma famille est restée là-bas. Et nous avons beaucoup bougé avec mes parents. On est allé d'abord vivre. Mes parents se sont rencontrés en Bretagne, en Normandie, ont vécu à Marseille. Moi, je suis née en Allemagne, à côté de la Forêt-Noire. Moi, j'ai des souvenirs de Forêt-Noire avec des loups qui étaient en semi-captivité. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les grands espaces, la nature, parce que j'ai toujours vécu comme ça. Puis après, on est parti en Seine-et-Marne, à Provins. Voilà, et on est reparti dans l'est de la France, à Lure, en Haute-Saône. Ça n'a rien à voir avec la mer. Mais du coup, j'ai toujours aimé la montagne. J'ai toujours aimé la montagne parce que ça a bercé mon enfance et je passais toutes mes vacances en revanche en Bretagne, chez ma grand-mère à Lorient. Et entre la Normandie, à Granville, et à Lorient, chez mon autre grand-mère. Donc voilà, j'ai toujours été bercée entre deux univers. Et puis on est arrivé quand j'avais 15 ans, effectivement, j'entrais au lycée en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Du coup, est-ce que ça a fait de toi une adolescente, une jeune femme et une femme aujourd'hui qui s'adapte facilement? Bah, je pense. Ouais, je me le dis souvent, ça. Je pense que j'ai été dans un certain inconfort, en fait, en arrivant adolescente dans une région que je ne connaissais pas. Et c'est en sortant de cette zone de confort que j'ai dû aller vers l'autre. J'ai dû aller vers de nouveaux amis. Je suis arrivée dans un lycée, je ne connaissais personne. Et c'est en sortant de cette zone de confort que bah voilà, j'ai dû me sociabiliser, aller vers l'autre. Moi qui étais un peu timide et bonne élève, ça m'a fait du bien, je pense, justement. C'était très bien pour moi. Alors, il y a ces études au lycée, il y a ces études de droit, à Tours, et pendant 12 ans, tu vas être, à la SEM Vendée Expansion, tu vas être, directrice du pôle juridique. Tu, tu apprends quoi, pendant ces 12 ans-là? Tu te forges, quel genre de caractère, quel genre d'expérience? Juste pour la genèse, quand je suis arrivée à Vendée Expansion pour prendre la direction juridique, je venais en remplacement de Sophie Vercelletto, qui venait d'être nommée à la direction générale de la SEM Vendée, donc en tant que directrice générale du Vendée Globe. Et donc j'avais effectué un stage, un stage d'été au service juridique auprès de Sophie, qui m'appelle. Donc moi j'ai fait mes études d'abord en Vendée, les 4 premières années, à l'ICES, et puis je suis partie faire mon master 2 de droit à Tours. Et un beau matin, elle m'appelle, elle me dit voilà, il faut que tu me remplaces, moi je viens d'être nommée à la tête du Vendée Globe. Donc j'ai trouvé ça assez dingue, j'avais 22 ans, moi j'avais un boulot en poche, j'avais à peine fini mes études, et elle, je trouvais ça incroyable. On parlait un peu de rôle modèle des 6 femmes qui font le Vendée. Ça a été mon rôle modèle à moi, Sophie. Je trouve extraordinaire que finalement elle ait eu ce parcours atypique, mais sans une minute me dire que en tout cas j'en arriverai à avoir le même finalement. C'est ça qui est assez rigolo.
Et donc, ce que j'ai appris à la rigueur, j'ai appris à manager une équipe, j'ai appris à... Ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était les interactions, le travail d'équipe. Parce qu'avant d'Expansion, j'ai appris à travailler avec plusieurs métiers, plusieurs corps de métiers, avec des architectes, avec donc des maîtres d'œuvre, avec des bureaux d'études, avec des géomètres, des gens du BTP, des profils assez variés. Et en fait, ce qui m'éclatait vraiment beaucoup, c'était que le juriste était au service d'un projet. Et moi, j'apportais, ce que j'aimais, c'est apporter des solutions au projet. Je voyais pas les blocages. J'aimais vraiment sortir un projet de terre. Donc, ça me faisait vraiment, j'ai aimé vraiment mon travail. On a pu développer le territoire en implantant des entreprises, en leur permettant d'avoir des locaux, en agrandissant des usines, en agrandissant des écoles aussi, parce qu'on a travaillé aussi pour le public. Et donc en fait ça m'a beaucoup plu. Encore une fois, l'idée d'être utile, comme je te le disais tout à l'heure, ça c'était important pour moi et j'avais l'impression de l'être vraiment. Et donc en fait, ça a été vraiment intéressant pour moi. Ça m'a appris à travailler dans des environnements un peu stressants, un peu avec des objectifs de délai. Ça, c'était vraiment chouette. Et puis évidemment, je suis devenue assez spécialiste des marchés publics à l'époque, puisque c'était, entre guillemets, on nous mandatait pour réaliser pour le compte des collectivités l'ensemble des marchés qui permettaient la sortie d'un bâtiment. Donc moi, j'étais vraiment au cœur de ça et j'aimais ça beaucoup en fait. Hein, c'était vraiment j'étais pas simplement une juriste derrière son bureau à faire des recherches de jurisprudence. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'être utile à tout un collectif. Donc voilà ce que j'ai appris qui m'a été assez utile. Et puis j'ai pu aussi en parallèle mettre en place, je le dis assez peu ça, mais j'ai été également en parallèle responsable qualité pour le compte de Vendée Expansion, ce qui m'a permis véritablement de mettre en place tous les process, enfin en tout cas écrire l'ensemble des process de l'entreprise. Et ça m'a permis vraiment d'avoir la map complète de l'entreprise, comment est-ce qu'elle est dirigée, comment est-ce qu'on peut améliorer les process, etc. Et c'était la mise en place de la norme ISO 9001, j'y connaissais rien. Tu parlais de défis, je me suis lancée là-dedans, j'ai lu un bouquin, je me suis fait accompagner par une consultante quand même, c'était important. Et j'y suis arrivée et déjà à cette époque, ça me plaisait déjà pas mal de toucher, d'être un peu touche à tout. Mais voilà, j'ai toujours aimé aller de l'avant et découvrir de nouvelles choses. Voilà. Et pourquoi ça te fait pas peur justement les défis à ce point-là? T'es faite de quel bois pour que ce soit pas un frein, aller faire quelque chose qu'on ne connaît pas du tout? Bah si, ça me fait peur en fait, quelque part. Ça serait inconscient. Je pense que c'est comme les marins, nos skippers du Vendée Globe. La peur n'évite pas le danger et dans tous les cas, oui, on peut avoir peur et en même temps, c'est comment est-ce qu'on gère cette peur-là. Enfin, cette peur, c'est peut-être un grand mot pour en ce qui me concerne. Ça n'a rien à voir avec ce que vivent les skippers parce que moi, je crains pas pour ma vie, hein, en fait, quand Alors je je vais vais dans ce t'arrêter genre tout de de suite, défi. Laura, on va continuer à parler sereinement parce qu'on peut pas se comparer aux marins du Vendée Globe, on est bien On peut d'accord. pas, On peut c'est pas. ça. Mais non, évidemment. Non, mais ça veut pas dire que que je me rends pas compte que je vais dans une zone d'inconfort et que ça me fait pas un peu, ça me met pas un peu la boule au ventre, bien évidemment. Mais je pense que j'ai besoin de me prouver ça, en fait. C'est justement, j'ai toujours eu un peu le syndrome de la bonne élève et j'ai besoin de me prouver quelque part que je suis capable. Et je pense que je relève des défis certainement aussi un peu pour ça. Mm. Alors on en parle de ce défi, quand, on t'appelle 6 mois avant le départ du Vendée Globe 2016. Ouais. Heu, on parle de ça se passe comment? C'est un coup de fil? Ça s'est fait petit à petit, parce que c'est pas rien là, ce qui va se passer? Non, c'est pas rien, c'est pas rien. Euh, En fait, j'avais un petit pied dedans par la voie juridique. Hein, on m'avait demandé déjà d'intervenir sur quelques dossiers depuis 2014 en réalité, mais c'était très épisodique et très accessoire. Et le département m'avait aussi identifié hein, comme une compétence technique, comme un support en fait pour la résolution de certaines problématiques. Et donc, quand il a fallu
euh, comment dire, il y avait eu un peu plus de dossiers analysés et quand je dirais, sans rentrer dans le détail, le directeur général a commencé à être un peu sur la sellette. On m'a un peu plus, on m'a demandé d'intervenir un peu plus fortement sur le dossier. Donc c'était en avril 2016, un mois avant ma nomination. Et là, en fait, c'est que ça, comment dire, comme je suis quelqu'un de curieux, qui aime la nouveauté, qui aime la résolution des problèmes et qui aime le défi, bah, j'avais tous les ingrédients en fait pour y aller. Et quand on m'a demandé de prendre en main un peu le dossier, mais sur l'angle vraiment juridique, j'ai tout de suite dit oui en fait, j'ai pas réfléchi. Et donc ça m'a servi parce que dans une certaine mesure j'étais là, j'ai certainement accompli ce que j'avais à faire plutôt correctement. Et donc il y avait aussi la confiance du département, du président du département, à l'époque Yves Auvinet. Et cette confiance, elle était absolument nécessaire quand on sait l'importance qu'a le Vendée Globe pour le département, puisque c'est le premier actionnaire de la course, le premier partenaire de la course. Donc effectivement, pour eux, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance qui connaissent les process et je pense que je remplissais ces cases-là. Et je m'attendais pas, vraiment pas, Hélène, à ce qu'on me propose ce poste, véritablement pas. Et vraiment, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que j'ai vraiment travaillé avec mon cœur, quoi, sur le sujet. Et donc, je pense que ça s'est franchement peut-être vu, en fait, dans une certaine mesure. Et quand ça m'a été proposé, en tête à tête, j'ai été appelée et on m'a dit voilà, est-ce que on a pensé à vous, Laura, pour assumer ces fonctions de directrice générale. Et j'ai été un petit peu interloquée et à la fois très honorée parce qu'évidemment c'est une grande fierté. Mais après le défi aussi, c'est que le Vendée Globe, Sophie, autant il fallait qu'elle porte et qu'elle crée un rendez-vous auprès du grand public, auprès des médias, auprès des partenaires, auprès des skippers. Moi, il fallait que je sois à la hauteur des attentes parce que l'événement était déjà en place, quoi. Le Vendée Globe commençait déjà à avoir un fort rayonnement. Et donc, j'avais la conscience de prendre un gros événement en charge. En tout cas, je ne suis pas seule, évidemment, mais quand même, il fallait être conscient de l'enjeu. Et j'en étais consciente. Et j'ai accepté dès le lendemain. En fait, en réalité, ça s'est passé en 2 temps. Premier temps, je leur ai dit, vous êtes vraiment sûrs? Bah oui, évidemment. La question qu'on pose systématiquement. Voilà, êtes-vous vraiment sûr? Parce que moi, j'ai jamais organisé d'événement de ma vie, hormis le baptême de mon petit garçon. On est bien d'accord. Même si le Vendée Globe commence à m'être un peu plus connu et je vois bien les rouages, mais néanmoins, ça reste un très gros événement. Et à cela, on m'a répondu que je ne serais pas seule. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être vraiment soutenue. Voilà, je pourrais peut-être expliquer le fonctionnement après sur les prises de décision, mais j'ai la chance d'être vraiment soutenue par mes partenaires, par le département, par le président. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis, il fallait que je sois soutenue par mon mari. C'est la question que j'allais te poser, effectivement. Est-ce que Deuxième temps. est-ce que le soir, on a cette discussion en face Bien à face sûr. avec son époux en me disant, écoute chérie, bah là, il m'arrive un truc assez dingue. On m'a proposé la direction du Vendée Globe. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Est-ce qu'il a eu des mots qui t'ont aidé dans ta réflexion et voilà, qui t'ont poussé aussi? Ouais. Bah, il a fini par donner le dernier coup tu vois, La voilà, pichenette, la dernière pichenette. la dernière pichenette pour me faire prendre la décision. En fait, il m'a dit, Laura, écoute, voilà, maintenant, moi, j'ai toute confiance en toi. C'est une très belle proposition et je te soutiendrai toujours. Et c'est vrai que en fait, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe en interne, mais c'est un travail d'équipe aussi en famille. Mon fils donc avait 4 ans à l'époque et je savais que ça allait être quand même un petit sacrifice familial au moins pour quelques mois. Donc il fallait l'accepter en famille, quoi. Et ça, j'ai beaucoup de chance. Il me soutient encore, hein, toujours. Mais voilà, ça a été essentiel pour moi. Est-ce que les premiers temps, tu as eu des regards un peu bizarres sur toi, de se dire qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle? Est-ce que tu as eu besoin de te blinder un peu? Ou est-ce que ça a été finalement assez facile de faire sa place à ce poste-là?
J'étais tellement focalisée sur l'objectif d'y arriver, j'avais tellement envie de réussir que je pense que je me suis mis peut-être à un moment donné, je me suis mis dans ma bulle, enfin dans ma bulle avec mon équipe. J'ai vraiment, tu sais, c'est presque comme une compétition. Hein. Il fallait que ça marche, il fallait que je sois à la hauteur, il fallait que l'écosystème enfin, il fallait que le rendez-vous soit réussi. Et en fait, je pense que j'ai pas vu. En fait, j'ai pas voulu voir et j'ai pas vu. Et je me suis pas, j'ai pas laissé de place à ça en fait. Certainement, hein, il y a dû avoir des questionnements avec du recul. Maintenant, je me dis, c'est vrai que c'était un peu dingue. Ils ont dû me voir débarquer de nulle part. Et en même temps, quand tu viens de nulle part, entre guillemets, en tout cas, tu viens pas du milieu, t'as aussi une espèce de, on a dû se dire, mais elle vient d'où, elle fait quoi, comme une espèce de doute. Donc, on te regarde, mais on te laisse faire un peu tes preuves aussi. Il y a eu beaucoup de bienveillance finalement, beaucoup de bienveillance. Les partenaires, comme je le disais, il n'y a pas eu de souci. Le département, moi j'étais vraiment soutenue par le board, hein, par mon président notamment et les équipes du président. Et puis après, au niveau des teams, la première rencontre, elle s'est faite une semaine après ma nomination à New York. Je me rappellerai toute ma vie. Ils étaient quasiment en course, ils allaient prendre le départ de la course. Et évidemment, j'arrivais pas par hasard. Si le directeur était débarqué, moi j'arrivais. Il y avait quelques sujets il fallait être assez réactif, etc. Et moi, je me suis vraiment mise dans une position vraiment d'écoute, d'empathie. Je suis pas arrivée avec mes gros sabots. Je pense que c'était bien comme ça. Et puis, je me suis appuyée sur une super équipe, surtout. Avec alors, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance parce qu'une semaine après mon arrivée, Denis Auro, le directeur de course de l'époque, partait. Mais quelque part, ça laissait la place à Jacques, qui du coup débutait, même si c'était loin d'être un débutant. Jacques Carès. Jacques Carès, effectivement, qui était le directeur adjoint, et du coup qui endossait ce rôle de directeur de course. Moi, j'arrivais, et il y a eu aussi une forme de cohésion, en fait. Et tout le reste de l'équipe de la SEM Vendée, les prestataires en place, se sont dit, il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on y arrive tous ensemble, et il y a eu une espèce de solidarité autour de moi, ça a été plutôt chouette. Et je l'ai bien vécu, en fait, il y a eu beaucoup de bienveillance, vraiment. Donc, voilà. Justement, j'aimerais bien qu'on parle de l'équipe parce que comme un skipper en solitaire, je vais faire le parallèle là pour le coup, qui part faire le tour du monde. Alors c'est vrai que lui, c'est lui dont on parle, mais derrière il y a toute une équipe qui a œuvré pendant des mois, des années pour que justement il puisse aller faire ce Vendée Globe. Avec toi, derrière toi, il y a toute une équipe. Elle est comment cette équipe-là et pour toi, elle doit être comment cette équipe-là? Alors cette équipe, elle est à géométrie variable. Déjà, c'est la particularité du Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans, même si maintenant la SEM Vendée organise 2 autres événements. Donc on aura quasiment un événement par an, une Vendée Arctique et une New York Vendée Les Sables. Donc on a 3 événements à organiser. Donc elle est à géométrie variable parce qu'évidemment, entre 2 courses, on se retrouve avec un petit noyau dur. Et puis pendant l'événement, on a une équipe beaucoup plus conséquente. Donc c'est une équipe qui est orientée autour de plusieurs pôles déjà. On a un pôle ressources en interne, on a un pôle communication marketing qui est assez important et un pôle sportif nautique et un pôle technique on va dire. Donc grosso modo toute l'année on va osciller entre 7 et 8 personnes, moi compris. Donc c'est une toute petite équipe. Petite équipe, effectivement. Donc voilà, et pendant l'événement, tu vois, sur le village départ, on devait être à peu près 105. J'irais aller en tenant compte des équipes du direct départ, environ 150 collaborateurs. Et là, actuellement, on doit être une cinquantaine, et puis on peut être 70 au moment d'une arrivée, voire plus au moment de l'arrivée du premier, où on peut monter à 130, 150. Donc il faut une équipe et un management, bien évidemment, agile, de passionnés, parce qu'on travaille à toute heure, à tout moment, et sur des sujets assez où il faut être réactif. C'est une équipe qui
qui doit aimer en fait ce qu'elle fait en fait. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il faut être en adéquation avec les valeurs du Vendée. Il faut être à la fois pointu techniquement, mais il faut avoir un état d'esprit d'ouverture, d'envie, envie de donner au team, envie de donner aux sponsors, envie de donner aux partenaires de la course, envie de travailler ensemble, parce qu'en fait finalement l'équipe on forme une grande famille. Il n'y a pas d'événement comme le Vendée Globe qui dure aussi longtemps. Moi je suis sur place avec l'équipe depuis finalement fin septembre. Alors bien évidemment on rentre un petit peu chez nous, mais les dernières arrivées vont probablement être autour de fin février. Donc voilà, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entente, d'entraide. Il faut avoir beaucoup de... Mais ça n'empêche pas d'avoir du caractère. Mais voilà, c'est comme une famille. On peut un peu s'engueuler parfois, mais il faut avoir l'art de se réconcilier correctement. Donc moi, mon rôle, il est là aussi, c'est de créer ce lien entre chacun. Hein. C'est pas toujours simple. On a des métiers divers et variés les uns les autres, mais c'est important pour moi qu'on se respecte. Et c'est ce que je recherche dans l'équipe. C'est le respect, l'ouverture, l'agilité, la passion. Et bien évidemment, le savoir-faire dans son domaine. T'es quel genre de personne face aux obstacles ou face aux crises? Alors moi, il y a un truc très bizarre qui se passe chez moi. Plus on est dans la crise, plus je suis calme. Je sais pas si c'est Une force? Ouais, sûrement. En fait, je me rends compte que finalement, c'est le meilleur moyen d'apaiser en fait les gens autour de moi. Je l'ai vécu notamment assez fortement. Alors évidemment, il y a les crises en mer hein, quand il y a des crises des marins, même si la direction de course est en première ligne. Moi, mon rôle, il est plutôt d'être un peu en retrait, être en coordination avec la com, avec la direction de course, les partenaires, de rassurer. Donc là, évidemment, faut. Et aussi, quand il y a des crises comme en 2020, hein, ça a été un véritable défi hein, d'organiser un événement comme le Vendée Globe en pleine Covid. pandémie, plein Covid, où chaque jour on s'imposait ou on nous imposait des process différents. Et je me rends compte que moi j'arrive à plutôt être tempérée dans ces moments-là. C'est peut-être mon passif parce que c'est peut-être le sport aussi. Moi je pratique beaucoup la course à pied et voilà ça me donne un peu de tempérance. Puis le caractère certainement. Au fil des ans, là, tu découvres quoi encore sur toi? Être depuis 8 ans à la tête de cet événement, on le rappelle, hein, qui est quand même, la course, en solitaire, au large, la plus, réputée du monde, heu, la plus importante. Tu découvres encore quoi ouais, sur toi manager, sur toi directrice de cet événement-là et sur toi, femme? Ah là, c'est pas facile ça, mais on en découvre toujours. J'ai vraiment découvert que j'ai un grand besoin de travailler avec les autres. J'ai besoin de. Je pensais pas à ce point-là avant, mais j'ai besoin de travailler dans la bienveillance, presque dans l'amour, mais au sens absolu du terme. Enfin, c'est-à-dire que véritablement pour moi c'est important de travailler avec l'autre, de travailler en équipe. Ça j'ai besoin de travailler avec des êtres humains, d'être en contact. C'est hyper important pour moi ça. Et j'aimerais encore mieux le faire. On peut toujours mieux faire. Moi, j'aimerais encore mieux le faire. Et je le découvre pas, mais je le vois toujours en moi. Je suis pas, je suis souvent insatisfaite. Je veux toujours aller. Je le découvre encore, mais j'essaye un petit peu de me canaliser, de me satisfaire quand même un petit peu du travail accompli. Mais je suis toujours un peu insatisfaite. Je veux toujours aller plus loin, toujours faire mieux. Mais peut-être que j'arrive un peu plus à savourer les choses aujourd'hui. Je m'autorise à savourer aussi les bons moments, les moments de joie. J'étais peut-être que j'apprends un peu plus à lâcher prise, tout en étant dans la vigilance, hein, parce que quand on organise un événement, on se doit d'être dans une vigilance absolue. J'apprends un peu à lâcher prise néanmoins. Voilà.
Mais c'est pas facile comme question. Et ton petit garçon, tu disais qu'il avait 4 ans au moment Ouais. de cette prise de fonction. 8 ans plus tard, il en dit quoi de sa maman à la tête de cette course-là? Et toi, dans ta gestion, justement, c'est souvent, tu sais, aux entretiens individuels de fin d'année, on nous demande toujours, alors cette année, votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle, comment est-ce que vous le jugez? Comment toi, tu as réussi à trouver un équilibre ou as-tu trouvé un équilibre? C'est pas une année simple pour ça. Là, j'avoue que j'ai fait fort. Je suis quand même un petit peu cette année dans un certain déséquilibre là, en défaveur du perso. C'est vrai qu'il y a eu un gros engagement cette année, notamment parce qu'on a accumulé 2 courses. La New York Vendée Les Sables quelques mois avant le départ du Vendée Globe et le Vendée Globe. Donc autant dire que déjà un Vendée Globe, ça nous occupe beaucoup. Là, ça a été compliqué. Et puis en plus de ça, on s'est aussi lancé dans une campagne médiatique à l'international avec beaucoup de voyages. Donc notamment, moi, en début d'année, on est parti au Japon pour faire une campagne auprès des médias autour de la destination du territoire de la Vendée, en partenariat avec Vendée Expansion, et aussi pour soutenir Kojiro et donc faire parler du Vendée Globe. Donc ça, parmi d'autres déplacements un peu moins lointains, ça fait que j'étais pas beaucoup chez moi. Et puis pour organiser la New York Vendée, forcément, ça a occasionné pas mal de déplacements. Mais après, quand on est passionné et qu'on arrive à, quand on est chez soi, à être chez soi, c'est-à-dire à être là, à être présent dans le temps présent, c'est ce que j'apprends en fait. J'ai essayé d'appliquer vraiment ça, c'est de ne pas être ce que j'avais vraiment du mal à faire en prenant mon poste. J'arrivais pas à être à 2 endroits en même temps, j'arrivais pas pendant le Vendée Globe à être totalement bien à la maison. Enfin, j'avais du mal j'avais l'impression d'être coupée en deux. Je l'ai souvent dit ça. Je l'ai un petit peu moins ressenti, même si je le ressens toujours un peu en événement, c'est sûr. J'ai du mal à être complètement à un endroit ou à un autre. Enfin, du coup, quand je suis au Vendée Globe, je suis au Vendée Globe. Donc quand on est à la maison, c'est plus dur. Mais je sais aussi que ça s'arrête. Et la famille le sait aussi. Et le petit garçon de 4 ans en a bientôt 13. Donc l'avantage, c'est que c'est un pré-ado qui a un petit peu moins besoin de sa maman. Donc il est très content de me voir partir. Il est content de me voir rentrer, même s'il le dit moins. Mais donc voilà, la famille, elle s'habitue aussi à ces rythmes-là. Elle s'y habitue. Et pour le coup, là, du coup, je peux faire un petit parallèle avec les marins. C'est que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup chez soi pendant cette période-là. Et il y a une vraie, presque une séparation. Et maintenant, je le prépare en prévenant mes amis, en prévenant ma famille, en disant voilà, ne vous inquiétez pas, si je ne vous réponds pas, c'est normal. Je suis pas Je vous dispo, aime, mais je ne suis pas mais je disponible. vous aime. Voilà. Mais oui, on va se rattraper, on va un petit peu se rattraper cette année quand même, je pense. Quel est ton meilleur moment de Vendée Globe jusqu'à présent? Je sais que c'est horrible d'en demander qu'un seul. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Euh... Eh ben si, j'en ai un quand même. Si je devais en choisir un, parce qu'il y en a plein évidemment, mais c'est cette année, parce que justement je m'autorise à un peu plus savourer les choses, être un peu dans le lâcher prise et à accueillir en fait vraiment la joie et le bonheur et les émotions. C'est le départ de ce Vendée Globe là. J'ai eu la chance d'aller dans le chenal en fait, parce que moi habituellement, comme tu le disais, je suis il faut qu'il y ait un pilote à terre en fait, hein. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une personne à terre s'il y avait le moindre souci. Donc en général, je suis plutôt à terre, en relation, soit avec le PCO, et donc les autorités, s'il y avait quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi un gros dispositif terrestre pour accueillir beaucoup de public, accueillir beaucoup de partenaires. Il y a aussi un gros dispositif télé, donc je veux que tout se passe bien. Donc en général, je m'autorise vraiment pas à profiter Du moment. d'être en mer, du moment. Ou en tout cas, j'en profite un peu autrement. Je suis en vigilance, quoi. Et là, le protocole du ponton, c'est-à-dire quand on dit au revoir à tous les skippers,
avec mon président, avec le staff rapproché, les quelques partenaires et avec la télé, avec la production télé. On avait terminé ce protocole et ça s'est très bien terminé. Et quand le président m'a proposé, quand Monsieur Leboeuf m'a proposé de venir avec lui sur le bateau qu'il a amené sur le chenal, juste derrière Violette d'Orange, ben, j'ai vécu en fait la liesse de la foule qui disait au revoir à Violette. Là, on était sur le bateau avec Patricia Brochard, avec Alain Leboeuf, avec notamment Philippe de Villiers également. Et ça a été un moment d'émotion incroyable en fait, parce que je me suis mis à la place des marins qui partaient dans ces conditions-là. Je me suis dit en fait c'est dingue ce qu'ils vivent. C'est incroyable et très sincèrement, je me suis vraiment, je me suis à peine retenue, hein, mais j'étais au bord des larmes pratiquement pendant tout le chenal. Et avec aussi un sentiment, même si effectivement je suis toujours convaincue que les marins sont les seuls à faire la course, hein, et c'est grâce à eux qu'il y a ça. Mais une part de moi me dit c'est aussi grâce à toute l'équipe qui a travaillé, qui a œuvré, qu'il y a le bel écrin qu'on offre aux marins pour faire ce Vendée Globe. Nous, on offre l'écrin en fait, et on permet le rayonnement, on met en place tous les moyens pour que cet événement il soit connu du public, pour qu'il soit connu des médias, pour que les partenaires soient contents. Et là, j'avoue, Tu t'es dit, j'ai on a bien vraiment bossé. Ouais, on a vraiment bien bossé. Et c'est ce que j'ai dit aux équipes en arrivant. Je dis franchement, mais je vous remercie tellement. Ouais. Remercions-nous, accueillons ça parce que c'est incroyable ce qu'on a vécu là. Donc je dirais que c'est mon meilleur moment. Mais il y a tellement de moments, tellement. Évidemment qu'il y a tellement de moments. Évidemment, je vais te la poser l'autre question. Et le pire moment, c'est quoi les pires moments quand on est à la tête de cette course-là? Il y en a plusieurs aussi, mais Euh, il y en a vraiment un qui a été assez douloureux, enfin assez terrible, c'est que forcément quand Jean Le Cam a mis quand même plusieurs heures à retrouver Kevin au large, il le trouvait plus. Moi j'étais dans le bureau de la direction de course à côté de Jacques Carès à ce moment-là. Hubert Lemonnier était Hubert déjà Lemonnier. aussi, qui est le directeur de course actuel, était directeur de course adjoint. Il y a une partie de l'équipe qui était déjà là aussi en place. Il y a une espèce de moment ou de gravité où on se dit au fond de soi, et si on le retrouvait jamais. Et là je me suis dit mince, c'est quand même terrible quoi. Il va falloir assumer ce truc-là et l'assumer auprès des familles et comment ça va se passer et si on doit le dire, qui doit dire quoi et donc c'est plutôt c'est là là j'ai ressenti comme vraiment une profonde tristesse, même si j'avais toujours l'espoir, mais j'étais quand même un peu en train de me dire là ça fait quand même un moment qu'on l'a pas retrouvé, on est mal barré. Donc j'avoue que j'ai eu un peu peur. Après, il y a eu d'autres moments, hein, il y a eu d'autres moments durs, mais celui-ci, voilà, il y a rien de pire, quoi, pour un organisateur, de dire qu'on va perdre un marin. Je l'avais vécu en 2016, mais assez vite, on avait trouvé une solution pour Quito, aussi, qui coulait dans son bateau. Là, c'était terrible, et puis c'était ma première vraie crise en tant que DG. Mais bon, après, j'ai toujours eu confiance dans l'équipe de direction de course aussi. Enfin voilà, j'ai jamais vraiment sombré dans le pessimisme, mais peut-être que cette nuit-là est un petit peu plus douloureuse quand même, pour tout le monde, pour toute l'équipe. Avec le soulagement qui va avec. Ah bah avec le soulagement qui a été exceptionnel derrière, évidemment. Il se prépare déjà le prochain Vendée Globe, Laura? Oui. C'est comme les marins, à peine arrivés, ils sont déjà en Ouais. train de penser au suivant? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à une certaine époque, le Vendée Globe, en général, on fermait les portes. Enfin, on fermait les portes, c'était pas totalement ça, mais il y avait une veille, une permanence, mais il y avait plus qu'une ou deux personnes, et puis on répondait au coup de fil quand un marin posait 2-3 questions pour s'inscrire au prochain. On lui disait, bah écoute, l'avis de course va être publié un an avant, et attends un peu, sois patient. Là, on a déjà défini les contours du prochain règlement. Donc on l'a défini déjà
depuis quelques mois, hein, puisqu'on a lancé un communiqué de presse pendant le village départ, juste à quelques jours précédant le départ de la course. Donc, on se doit d'être aux avant-postes pour pouvoir rassurer les sponsors, rassurer les marins qui ont déjà des projets de construction, qui ont déjà des projets 2028, ça s'arrête plus. Et puis aussi, on commence déjà à avoir des discussions avec nos prochains partenaires, avec les partenaires en place, avec peut-être des prospects qui sont intéressés. On construit l'avenir parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est essentiel. Et puis très vite, on va devoir organiser la Vendée Arctique puisqu'elle est organisée pour l'année prochaine, pour l'année prochaine déjà. Et ça prend du temps à organiser une course. Quand on est organisateur de cette course-là, quand je dis cette course-là, c'est bien sûr le Vendée Globe auquel je pense. Dans quelle mesure on se doit, alors je mets des guillemets à tout ça, hein, bien sûr, justement d'évoluer et de faire évoluer les choses en même temps que le temps et la société évoluent. Je pense évidemment aux femmes dans la course au large, évidemment, épisode de Clarisse avec la maternité, comment on intègre ça dans les courses, avec aussi toutes les thématiques RSE. On voit qu'il y a eu ce partenariat avec l'UNESCO que vous avez signé cette année et qui va aller en grandissant pour 2028. Comment on intègre ça? Et toi, à quel point ça te tient à cœur d'intégrer ça et de faire avancer les choses? Alors, tu as parlé de plusieurs choses, évidemment, d'édition en édition, sur la partie communication générale. Nous, on se doit de vivre avec notre temps, tout comme les bateaux évoluent. On l'a bien vu, il y a un vrai défi technique, technologique à chaque édition. Nous, c'est pareil, en fait. On se doit d'être à la pointe, et le Vendée Globe, c'est le Graal. Donc, pour moi, c'est majeur. On se doit d'être à la pointe en termes de communication. Et on le voit, on a fait évoluer nos outils, on a fait évoluer nos méthodes sur les réseaux sociaux, la cartographie. Voilà, on se doit d'être à la pointe. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, un sujet qui me tient véritablement à cœur, la place des femmes. Parce que, évidemment, j'en suis une. Et puis parce que il faut plus que ce qui s'est passé avec Clarisse arrive de nouveau, en fait. Donc, on a travaillé. D'ailleurs, comme le président l'a annoncé, on a constitué un comité de travail, un comité de réflexion qu'on a fini par appeler comité diversité, qui a travaillé sur un certain nombre de points pour permettre effectivement à la diversité, dont la place des femmes, hein, parce que la diversité au sens large, d'être intégrée au prochain, en tout cas, d'être mieux intégrée, en tout cas, mieux pris en compte dans le prochain règlement de course. Voilà, pour rassurer aussi les sponsors qui vont s'engager. C'est important, on est une course inclusive, on le voit, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes, enfin des marins aussi en situation de handicap, des étrangers. Il faut aussi que les étrangers puissent pouvoir, un Chinois, un Japonais, puisse rentrer dans son pays pour promouvoir sa course, pour promouvoir son projet, pour trouver des partenaires, mais aussi faire les courses de qualification. Donc on a prévu qu'une femme puisse avoir un projet d'enfant, qu'un skipper international puisse avoir un projet tout en ayant un sponsor loin de la Vendée, loin de la Bretagne. C'est majeur pour nous, donc on a travaillé là-dessus. Moi, c'est vraiment un sujet qui a été auquel j'ai vraiment participé activement avec Patricia Brochard, qui s'est beaucoup investie, et puis Bérangère Soulard aussi, la vice-présidente au sport de la Vendée, et un certain nombre de team managers, de skippers qui ont contribué à la réflexion. Et je les en remercie, femmes et hommes, hein, d'ailleurs, qui ont vraiment apporté du temps à cette réflexion-là. On a vraiment travaillé pendant une année, hein, sur ces sujets. Et grâce à ce résultat-là, on a pu intégrer des règles dans le règlement prochain. Et puis sur le volet environnemental, on l'a vu, on a eu une feuille de route qui a été annoncée à l'UNESCO en février dernier par Alain Leboeuf. On est sur cette dynamique-là, hein, et on va continuer, on va poursuivre les travaux. On a recruté en interne une chargée de mission RSE. Évidemment, il faut qu'on continue les projets, qu'on continue à travailler là-dessus, parce que c'est bien d'annoncer des choses, mais maintenant il faut le mettre en œuvre.
Et on a un bel événement pour ça en fait, parce que c'est assez simple, hein, c'est une course à la voile autour du monde en solitaire, donc on part d'un point A, on revient au même point A, et par la force du vent. Donc on a un magnifique outil pour aussi travailler sur un certain nombre de sujets clés. On l'a vu, on a 25 marins qui ont pris des capteurs et qui ont pu déployer des capteurs. On va travailler encore avec l'UNESCO sur l'analyse de ces données-là. On a lancé un fonds de dotation pour la préservation des océans. Donc ça a été vraiment un projet fort aujourd'hui qui est présidé par Gilles Salé, qui s'investit à 200% sur ce projet-là. Donc c'est que le début de l'histoire en fait. Voilà. Je sais que ton temps est précieux, Laura, et je sais qu'il va bientôt falloir qu'on termine parce qu'il y a plein de réunions qui t'attendent. J'ai 2 petites questions. Tu lui as dit quoi à Charlie Dalin quand il est arrivé et qu'il a gagné, là, il y a quelques jours? Je lui ai dit, il était pour toi. Il est pour toi. Il était pour toi, ce trophée. Parce que Charlie, et même si ils sont tous de magnifiques marins méritants, il a vécu une histoire en 2020 assez frustrante, voire plus pour lui, j'imagine, un peu triste. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui en 2020, c'est qu'il a toujours su, en tout cas en façade, être très smart avec nous, équipe organisation. Il a jamais été dans la revendication de quoi que ce soit. Il a vraiment, c'est un formidable sportif aussi, hein. C'est un grand skipper. Et je lui dis voilà, il est pour toi. Et ça, c'est fait. Tu l'as. Et il me dit ouais, ça y est. Donc voilà, je suis vraiment contente pour lui, vraiment. Il y a de l'émotion. Je le dis aux gens qui nous écoutent parce que je vois un peu sur ton visage qui est baigné par le soleil, mais je vois quand même l'émotion sur ton visage. C'est vrai que c'était fort, c'est arrivé. C'est vrai que l'histoire est vraiment très belle. Et pour terminer, je te demanderais si tu recroisais la Laura de 2016, qui avait envie de prouver, qui a construit sa légitimité, hein. On rappelle aussi aux gens qui ne le savent peut-être pas, c'est que après ce Vendée Globe 2016, tu as fait la tournée des ports aussi pour comprendre tout, comment se passait, ce que c'était que la course au large, ce que c'était que ce domaine-là. Donc après avoir construit voilà toute cette légitimité, tu dirais quoi à la Laura de 2016? La Laura de 2024, elle dirait quoi à la Laura de 2016? Elle a beaucoup changé d'ailleurs? Wow. Un peu, forcément. Après, oui, j'ai beaucoup appris sur moi, sur l'autre, sur les autres. Moi, j'avais jamais managé d'aussi grosses équipes avant, donc forcément, on apprend la force du collectif. C'est justement ça, peut-être que je lui dirais, j'ai toujours fait confiance, mais peut-être fais-toi confiance. Doute pas. Enfin, tu peux douter, mais fais-toi confiance quand même, parce que souvent, les premières impressions sont souvent les bonnes. Mais fais confiance dans le collectif qui t'entoure. Puis ça se passera bien, quoi. Et continue à bosser. Il y a que ça qui marche. Il faut travailler. Je lui dirais, ça va bien se passer. Ça va pas toujours être facile, mais ça va bien se passer. Merci Laura Le Goff d'avoir été l'invitée de Navigante. On est content parce que ça faisait un bout de temps qu'on te courait après. Et là, il y a eu un petit créneau, alors on l'a pris. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on va te souhaiter encore de belles arrivées parce que voilà, il y en a beaucoup qui vont arriver d'un coup dans pas longtemps. Et puis, une bonne fin de Vendée Globe parce que voilà, il y a ceux qui vont arriver, il y a ceux qui sont encore en course. Et puis, bon courage pour le prochain puisque ça ne s'arrête jamais. Merci infiniment. Merci Hélène. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.